Comment faire? Où se réfugier sur les marchés quand ça tangue, comme en ce moment, quand c'est agité, quand c'est nerveux? Quelques solutions, quelques pistes avec Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Par gros temps, quand ça secoue, il y a vraiment des solutions. Il ne faut pas sortir complètement des marchés. Non, il est venu dans sa besace là avec. Ouais, il y a quelques pistes. Bon, on connaît le terme valeur refuge. Ne me dites pas qu'il faut investir dans l'or. Hein. Ben si, je vais vous le dire. Ok, super. Tu sors. Je sors direct. Non, mais l'or, ouais. Ouais, bien sûr, l'or. Ouais. Alors, effectivement, il y a eu un petit frémissement cette semaine. Hein. Ouais, il y a eu un petit frémissement. C'est vrai que c'est pas extraordinaire. Mais si vous comparez par rapport à la performance des marchés, c'est-à-dire que sur 15 jours, avec la baisse qu'il y a eu récemment, vous avez moins 4 sur les marchés, vous avez plus 2 sur l'or, ça fait un écart de 6 points. C'est pas négligeable. En 15 jours, c'est pas négligeable. Donc oui, l'or est une valeur refuge. L'or sera toujours une valeur refuge, ça fonctionne. C'est très peu volatile actuellement. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas une envolée dingue ces jours-ci dans le contexte baissier. L'or aurait dû plus en profiter, non? En même temps, quand il y a eu la hausse des marchés, elle n'a pas été pénalisée non plus. L'once d'or est restée plutôt bien, assez solide. Donc non, moi je trouve que c'est plutôt un bon comportement. Ça se met facilement dans un portefeuille. On fait comment? Vous pouvez acheter ce qu'on appelle à Paris le Gold Bullion Securities. Donc ça reproduit le parcours de l'or. C'est indexé sur l'once. Alors bien sûr, vous avez l'effet de change. Bon, en ce moment, l'euro-dollar est très calme, donc pour le coup, il n'y en a pas. Et c'est assez simple. Après, l'or, vous avez les banques centrales chinoises et russes qui n'arrêtent pas d'en acheter. Il faudrait qu'on achète plus, hein, vu que ça ne monte pas. Ouais, mais c'est quand même un signe intéressant, moi, je trouve. Ils n'ont pas envie non plus d'être toujours dépendants du dollar, donc ils mettent de l'or dans leurs réserves. Il y a une demande, il y a une production qui est contrainte. On connaît le fonctionnement de l'or. Et franchement, ouais, il faut en avoir en portefeuille, d'autant plus dans une optique peut-être de moyen terme avec l'idée d'une prochaine récession aux États-Unis, d'un ralentissement plus fort de l'économie. Ça peut être intéressant. Alors, autre placement, autre piste. Alors là, le Bitcoin. Ouais. Donc les marchés sont chahutés, ça baisse, il faut acheter du Bitcoin. Non, mais non, moi je dis pas qu'il faut acheter du Bitcoin. Je dis justement la question qui était est-ce que c'est une valeur refuge, le Bitcoin? Parce que c'est vrai qu'on peut le croire avec le parcours récent. Depuis le début de l'année, c'est vrai que ouais, ça allait mieux déjà. Il y avait un net rebond. Mais disons que c'est à la cave en même temps. Il y a 6 mois. Exactement. Disons que depuis le mois de mai où les marchés ont baissé, le Bitcoin a pris 50%. Donc il y a certaines hypothèses selon lesquelles des Chinois voient le yuan baisser parce que la Banque centrale chinoise laisse un peu filer le yuan en ce moment, ont des craintes sur l'économie chinoise et sortent leurs capitaux en achetant du Bitcoin. C'est une théorie parmi d'autres. Il y en a tellement des théories sur le Bitcoin qui circulent. C'est difficile vu que c'est assez opaque et on n'a pas vraiment d'informations sur la réalité de ce marché. C'est assez difficile de dire que c'est vrai ou faux. Mais est-ce que c'est une valeur refuge? Je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, ça a profité peut-être du contexte, mais ça n'a pas les caractéristiques d'une valeur refuge dans le sens où c'est trop volatile. Là, pourquoi est-ce qu'on en parle alors? Non, mais parce que c'est évoqué par beaucoup. Ah. C'est un sujet. Évoqué par ceux à qui ça profite sûrement. Exactement, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui circulent. Enfin, c'est un truc, c'est un truc de spieler, de spéculateur. Vous pouvez gagner 30 et perdre 30, donc c'est pas vraiment quelque chose qui va vous. Voilà, c'est pas comme l'or, c'est pas aussi peu volatile, c'est très volatile au contraire. Mais force est de constater que depuis le début de l'année. Force est de constater, mais est-ce que c'est une manipulation dans le sens où on nous dit oui, c'est les Chinois qui achètent. C'est le retour en force. Où sont les preuves de ça? Et à titre d'information, il y a eu ces derniers temps une hausse des volumes. C'était un seul compte qui créait 50% des volumes sur le Bitcoin. Ouais. Bon, c'est pas refuge, quoi. C'est pas refuge, on oublie. Voilà, en bourse, on se dit quoi? Il y a des secteurs refuges en bourse. C'est-à-dire qu'on pense souvent les utilities, donc les services aux collectivités, ça, utilities. C'est ça. C'est-à-dire l'électricité, le gaz, les déchets, etc. Donc oui, c'est un secteur défensif, donc un secteur valeur refuge quand ça va mal. D'autant plus récemment parce que c'est un secteur qui a été délaissé en bourse. Dans un contexte où tout le monde voulait de la tech, de la croissance, avec beaucoup de liquidités sur le marché. Ça a été délaissé, c'est assez décoté. Et quand on regarde le parcours récent du secteur, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, vous avez là aussi un écart de 4 points par rapport au marché. Sur 15 jours, c'est assez significatif pour un secteur. Et encore, c'est une moyenne, parce que c'est une moyenne, titres. Exactement. Quels sont les titres à privilégier d'ailleurs? En Allemagne, vous avez quelque chose comme RWE qui est intéressante. C'est une bonne valeur. En France, Veolia a une très bonne valeur. Elle a été sous-estimée pendant un certain temps, elle s'est réveillée. À cause de la dette de mémoire sur Veolia. Exactement. Alors la dette, c'est le problème des utilities, c'est leur talon d'Achille. Ouais. Maintenant, c'est un problème si les taux montent.
Or, actuellement, on a plutôt l'impression que les taux vont s'orienter à la baisse, avec les banques centrales qui ont tiré un trait sur le resserrement monétaire. Donc, à la rigueur, le principal handicap des utilities est mis de côté et ça peut servir effectivement de refuge. On peut également se réfugier en allant sur les télécoms, selon vous? Télécom, oui. Mais alors, par contre, ça n'a pas fonctionné. Pour l'instant, c'est vrai que… Autant ça marche sur les utilities. Autant ça marchait sur utilities, autant sur les télécoms, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ont aussi pas de chance, c'est que Vodafone, ces jours-ci, a annoncé des mauvais résultats. Ça a pesé sur le secteur assez lourdement. Donc il y a un effet, on va dire, ponctuel. Maintenant, les télécoms, oui, vous avez du rendement, vous avez une certaine récurrence des résultats, des profits. Du rendement parce que le cours vaut que dalle. Oui, ben, il vaut déjà que dalle, oui, c'est sûr. Non, mais il y a une stabilité, c'est sûr que c'est une période Mais il y a le rendement, bah, ouais, il y a le rendement, il y a le dividende. Il y a le rendement et il y a quand même une certaine récurrence. Voilà. Bon, Orange ne fait pas d'étincelles, mais elle n'en fait ni d'étincelles à la hausse ni d'étincelles à la baisse. C'est quelque chose d'assez solide. On a vu récemment Iliad qui s'est réveillé dans le secteur à Paris. Ça a pris 15% pendant que le marché en perdait 5%. Donc un écart énorme. Voilà, donc il y a des secteurs peut y avoir un retour sur les télécoms. Télécom utilities et aussi les compagnies pétrolières. Oui, mais là aussi ça n'a pas fonctionné. Ah oui. Pourquoi il en parle? Parce que c'est des secteurs défensifs qui non, ce qui a marché donc c'est les utilities jusqu'à présent. Ce qui a marché c'est utilities pour l'instant. Le secteur pétrolier n'a pas marché parce qu'il y a eu des craintes sur la croissance économique. Il y a eu or, la croissance économique impacte forcément le cours du pétrole. Et vous avez eu également Trump qui a mis la pression sur l'OPEP pour augmenter prochainement la production et donc faire baisser les cours. Ouais. Mais ça, c'est l'impact à court terme. C'est mal tombé, on va dire, par rapport à la séquence des marchés. Donc c'est vrai que le secteur pétrolier a baissé de la même manière. Maintenant, vous regardez l'historique du secteur pétrolier en bourse, c'est solide, il n'y a pas d'écart incroyable. Et pour le coup… Sauf si le pétrole perd 50%. Oui, mais regardez ce qu'elles ont fait, les compagnies, depuis des années, 2-3 ans. Elles ont considérablement abaissé leur point de rentabilité. Donc la sensibilité par rapport au cours du pétrole n'est plus la même. Quand ça va bien, elles vont gagner énormément de profit, mais même avec un baril à 40 $, elles s'en sortiront. Ouais. Voilà. Et là-dedans, évidemment, on pense à Total? Évidemment, oui. Pour nous, c'est la meilleure compagnie pétrolière actuellement. Parce que? Parce qu'ils sont capables d'avoir une production qui augmente. Là, ils viennent récemment de faire une opération, une acquisition. C'est d'ailleurs ça qui a fait baisser le titre. C'est paradoxal parce que c'est vraiment une vision court-termiste. Ils augmentent leur production de 5% pour les prochaines années grâce à cette opération-là. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis Elf. C'est énorme comme opération. Ils ont un rendement élevé tout en ne versant pas beaucoup de leurs bénéfices par rapport aux autres. Ouais. C'est-à-dire qu'ils versent 50% à peu près de leurs profits, donc ils ont une marge là-dessus, ils sont confortables. Enfin voilà, Total, c'est bien géré, ils ont suffisamment investi, ils n'ont pas coupé complètement dans les investissements pour avoir une production qui augmente. Ils ont des années de visibilité, c'est une valeur défensive par excellence et actuellement, elle vient de rebaisser à 46-47, c'est un bon point d'entrée. Voilà, on voulait, c'est pas facile encore une fois comme exercice. Non, il y en a un qu'on n'a pas évoqué, excusez-moi oui. David, c'est les biens de consommation. Ouais. Et là, pour le coup, ça a fonctionné. Ah, pardon, alors, on a oublié. Pourquoi? Donc, les biens de consommation, c'est… Biens de consommation, c'est Unilever. Non, c'est Unilever, c'est ce que vous achetez chez Carrefour. Mais pas Carrefour. mais pas Carrefour. C'est les produits de beauté, les produits industriels, agroalimentaires, etc. Et alors, Donc, non, et ça marche? Ça a marché, oui, mais pas les produits cosmétiques, hein, je parle. Ouais. Ça a marché, ça a fait comme les utilities, ça a surperformé. Ça n'a pas été impacté en fait par la baisse. Ouais. Surperformé de combien? Pareil, 4, 5, 6 points? 4 points, 4, 5 points. C'est pas négligeable. En 15 jours, c'est assez significatif. Maintenant, c'est très cher en bourse. Ça fait un moment que c'est un secteur qui est perçu presque comme un secteur… les sociétés sont perçues comme des obligations quasiment. C'est-à-dire que les gens achètent ça avec l'idée qu'il y a le rendement régulier qui augmente année après année. Vous avez en outre des rachats d'actions qui viennent réduire la base de titres. Et donc vous avez un sentiment que la récurrence des profits ajoutée à ça fait qu'il n'y a aucun risque et progressivement les valorisations augmentent. Ouais. Donc attention parce que à l'illusion du côté défensif parce que c'est cher. Voilà, on remerciera évidemment Laurence Lafont parce qu'il fallait se creuser la tête en se disant voilà, quelles sont les pistes où on peut trouver un peu de refuge en bourse ou en dehors de la bourse en période de temps un peu compliquée comme on vit depuis quelques jours avec beaucoup de volatilité. Merci Laurence. Merci David. Bye.
Midi 46 sur Boursorama, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas le replay très vite sur Boursorama pour tout voir et revoir chroniques, rubriques et interviews. Rendez-vous dès demain à partir de midi en direct. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous. Merci.